démarrer, le séminaire Systemix, le premier de l'année 2025. Je suis très content d'accueillir Jean-Michel Loubès. Jean-Michel Loubès est directeur de recherche à l'INRIA. J'allais mal commencer. À Toulouse, c'est parce qu'il était avant professeur. Et donc, il s'occupe d'une équipe en ce moment qui s'appelle Regalia, là, qui s'occupe des environnements logiciels et de la régulation de plateformes. Mais il a également une casquette de responsable d'une chaire sur le cluster Anity, le cluster IA Anity, sur l'IA de confiance. Et c'est un peu sur l'ensemble de ces sujets on lui a proposé de se connecter aujourd'hui à notre cycle de séminaires pour nous parler un petit peu de sujets de biais dans les décisions algorithmiques. Et donc, il va vous présenter ce sujet qui est un de ses thèmes principaux de recherche, euh, qui sont autour du machine learning, les sujets d'explicabilité, de robustesse, d'équité. Et je vais pas trop continuer à déployer cette présentation d'introduction. Je vais lui laisser, lui, le faire. Je pense qu'il aura les mots qui conviennent le mieux pour décrire son travail. Donc, Jean-Michel, je te passe la parole pour une heure d'échange que tu organises un peu comme tu veux, si que les gens interviennent au milieu ou à la fin. Enfin, tu donnes le tempo. Parfait, ben, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup à Confiance AI, à l'IRT Systemix, de m'inviter pour vous parler un petit peu alors, avant je disais de fairness, mais la fairness, on a du mal à le traduire, c'est de l'équité, donc c'est compliqué à définir. Je préfère qu'on parle de biais et de déloyauté dans les décisions algorithmiques. Et je vais essayer de vous décrire aujourd'hui. Et le message que j'aimerais vous passer, c'est que ce n'est pas simplement de la régulation pour réguler, mais si on cherche à utiliser, à déployer les systèmes à base d'IA dans l'industrie, on a une obligation de résultats et cette obligation de robustesse des performances de l'IA passe aussi par l'étude de ces biais et ces déloyautés. Alors, c'est dans l'air du temps de critiquer l'Europe qui régule, mais je voudrais vous montrer que l'Europe qui régule peut aussi être une source d'innovation et peut être source de croissance plutôt positive. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça. C'est un travail qu'on fait justement au sein du projet Regalia pour régulation de l'IA avec Benoît Rothenburg et puis des ingénieurs et j'espère des chercheurs qui vont bientôt se joindre à nous. Et au sein d'une chaire dans Anity qui s'appelle TRIAL pour Trustworthy AI and Machine Learning. Et c'est une chaire qui a une particularité, on est multidisciplinaire, donc il y a des gens qui font du machine learning, de l'optimisation, des juristes et des économistes. Et donc, voilà. Donc, moi, je suis mathématicien, donc j'aime bien définir les termes que j'emploie. Je vais vous parler de biais. Et biais, c'est un terme qui peut prendre plusieurs sens. En fait, il vient du latin biaxis, qui, comme l'indique ma petite photo, le petit dessin que vous voyez ici, dit qu'en fait, quand on est face à quelque chose, on peut le regarder selon plusieurs axes. Il y a un axe qui fait voir quelque chose de positif, et puis si on change de point de vue, on a un point de vue négatif. Et donc, en fait, il y a des personnes qui ont toujours un point de vue et d'autres toujours l'autre. Donc, ça veut dire que ben, parfois, lorsqu'il y a une décision majoritaire, si on change de point de vue, on peut avoir un second point de vue. Donc, ceux qui ont fait des statistiques savent que je me réfère à ce qui s'appelle le biais statistique. Si j'ai une quantité que je veux estimer, ben, j'ai un estimateur et puis je regarde le comportement moyen de cet estimateur et le biais, par définition, c'est la distance entre ce que je veux estimer et le comportement moyen. Et donc, par extension, quand on parle de biais dans les décisions algorithmiques, c'est une information qui va influencer de façon systématique une décision. L'algorithme va avoir un comportement et puis pour un certain nombre de personnes qui sont, par exemple, caractérisées par une variable, eh bien, pour ces personnes-là, l'algorithme aura un comportement totalement différent. Donc, ce n'est pas forcément négatif, bien que dans
langage courant, un biais soit plutôt vu comme négatif, mais c'est juste pour moi quelque chose qui va faire changer. Et donc souvent, on le modélise une variable qui est de source de biais, on appelle ça en termes juridiques une variable sensible. C'est une variable qui va diviser en plusieurs groupes, et pour simplifier, aujourd'hui, je prendrai juste deux groupes. Un groupe que j'appelle 0 qui désigne un groupe minoritaire et un groupe 1 qui est un groupe majoritaire. Et donc, si la décision est dite biaisée, c'est que peut-être que pour le groupe minoritaire, la variable change le comportement et ça peut être assimilé à une perte de performance, perte de robustesse ou un comportement de déloyauté. Et dans certains cas, c'est des choses qui vont porter atteinte aux droits fondamentaux tels qu'ils sont définis par la loi. Les droits fondamentaux, c'est le fait de ne pas prendre de décision en regardant l'âge d'une personne, en regardant ses décisions politiques, ses préférences religieuses, en regardant son genre et en regardant son origine ethnique. Et donc, c'est assimilé à des décisions non éthiques ou, en anglais, unfair. Donc, est-ce qu'il y a du biais dans les décisions algorithmiques? Ben, oui, c'est pas moi qui le dis, c'est Cathy O'Neill dans son livre, alors le nom français, je m'en souviens jamais parce que la blague ne marche pas, mais le nom anglais, c'est Weapons of Mass Destruction, qui dit le biais est partout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire partout en tant qu'Européen? Ben, partout en tant qu'Européen, on peut regarder le texte de loi qui s'appelle l'acte sur l'intelligence artificielle européenne. Et il y a un très bon site web dans lequel vous pouvez naviguer à travers le site. Et puis, si vous regardez, vous allez vous apercevoir qu'un peu partout, le mot biais, il est dans tout le texte. Donc, en fait, ça veut dire que si se soucier du biais, c'est pas une lubie de mathématicien, mais ça devient quelque chose de nécessaire si vous voulez que vos systèmes informatiques soient conformes par rapport à la législation européenne qui va encadrer les usages. C'est pour ça que je vais commencer par vous montrer un petit peu qu'est-ce qui est requis au niveau de ce texte. Donc, pour commencer, ce texte, on en a parlé pendant très longtemps. Il a été voté que l'an dernier, donc le 13 mars, le texte a été voté. Sa mise en application est prévue dès cette année pour tout ce qui est IA générative et à partir de l'an prochain pour tous les systèmes informatiques. Donc ce texte, à qui est-ce qu'il s'adresse? Il s'adresse à tous les systèmes d'IA, mais bien entendu, tous ne sont pas soumis aux mêmes règles parce que c'est un texte qui essaie de réglementer l'usage de l'IA et non l'IA elle-même, c'est-à-dire qu'il va regarder les impacts de l'IA. Je vous montrais tout à l'heure des biais qui ont des impacts graves et d'autres qui ont des impacts pas graves. Et donc, comment est-ce qu'on essaie de se prémunir des impacts des décisions algorithmiques? Eh bien, il faut définir sur quoi les algorithmes s'appliquent. Donc, dans le texte de loi, on a divisé en 4 parties l'application de ces systèmes informatiques. Il y a tout d'abord ceux qui sont dits risques pas acceptables, et pour cela, l'utilisation de l'IA est interdite. Donc, les risques non acceptables, c'est lorsqu'on essaie de mélanger toute l'information, par exemple, si vous faites en temps réel des algorithmes de décision et du tracking d'une population. Par exemple, si on parle de ce fameux crédit social qu'on peut trouver dans un pays asiatique en particulier, ça, l'utilisation de l'IA est interdite. Moi, aujourd'hui, je parlerai beaucoup des contraintes qui sont liées ce qu'on appelle les algorithmes à haut risque, pour lesquels l'utilisation est autorisée mais encadrée. Donc, vous verrez qu'il y a beaucoup de ce qu'on fait dans l'industrie qui est zone à haut risque. Et puis, il y a tout ce qui est risque limité et risques minimaux, où il y a beaucoup moins de contraintes. Risques limités et minimaux, par exemple, si vous voulez recommander des systèmes de recommandation de musique, recommander des produits à acheter. Dans ce cas-là, l'IA Act apporte peu de choses,
Quand je mets, juste une remarque, quand je mets aucune contrainte spécifique, ça ne veut pas dire que c'est le Far West, ça veut juste dire que l'acte européen ne rajoute aucune contrainte supplémentaire. Donc en fait, ça ne change pas la loi, il y a déjà plein de cas qui sont prévus par la loi, mais il n'y a rien de plus qui est rajouté par ce texte. Donc moi, je voulais vous parler des contraintes liées au secteur critique. Je vous ai mis quelques-unes des secteurs critiques. Alors on pense souvent à tout ce qui est identification biométrique, catégorisation des personnes, on pense à tout ce qui est police, mais il y a tout ce qui est l'accès, par exemple, aux services privés essentiels, aux services publics. Par exemple, si vous voulez faire des recommandations et que vous mettez à recommander des offres pour des métiers, eh bien, vous tombez de plein pied dans des secteurs critiques. Alors, bien entendu, il y a tout ce qui est banque et finance, microfinance, tout ce qui est administration de la justice. Alors, bien entendu, tout ce qui est gestion et exploitation des infrastructures critiques, si vous surveillez des réseaux ferroviaires, des réseaux télécoms, si vous surveillez des crues de fleuves par satellite, c'est des systèmes critiques. Et puis, il y a tout ce qui est lié à l'éducation, et puis même, par exemple, une recommandation de formation, c'est lié à la formation professionnelle et à l'emploi. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très vaste. Alors, juste avant de rentrer, je veux juste dire que dans cet acte, on parle beaucoup d'une des critiques qu'on fait souvent. On me dit souvent, ben voilà, en fait, la loi française interdit le recueil de certaines variables. Par exemple, les statistiques ethniques ne sont pas interdites en France. En fait, si, dans le cadre de ce type de travail, si vous voulez construire un algorithme qui, par exemple, ne porte pas atteinte à l'origine ethnique des personnes, eh bien, je vous montrerai tout à l'heure que vous avez besoin de les connaître à la fois pour évaluer la performance de votre algorithme et pour se prémunir de biais. Et donc, dans ce cadre-là, vous avez le droit de recueillir et d'utiliser ces variables. Quand on fait en machine learning, on parle souvent du cas où il y a le cas où on est aware en français, on pourrait le traduire par une prise de conscience, c'est-à-dire lorsqu'on dispose à la fois des caractéristiques et de la variable, et on l'oppose au cas non-aware où on n'a pas la variable sensible. En fait, dans le cadre de la loi, on peut être dans ce cadre-là qui va permettre d'aller beaucoup plus loin. Et je conclurai sur ça. À qui est-ce que la loi s'adresse? Eh bien, la loi établit très clairement la chaîne de responsabilité. La chaîne de responsabilité, là où les informaticiens et les matheux interviennent, eh bien, c'est à ces deux niveaux. Alors, quels sont ces deux niveaux? Les systèmes providers, c'est les gens qui créent des algorithmes. Et les systèmes déployeurs, c'est les gens qui utilisent un algorithme déjà créé pour le commercialiser ou pour l'utiliser. Donc, en fait, si je prends un exemple, si vous faites un système provider et que vous n'êtes pas soucié de la conformité légale, vous n'avez pas à le vendre, sauf si vous arrivez à documenter et que vous excluez un certain nombre d'applications. Je parle par exemple d'un LLM, et si vous voulez utiliser, vous, un LLM, bien c'est à vous de faire la preuve que votre utilisation n'a pas un impact avec des problématiques liées aux déloyautés algorithmiques et aux biais. Et donc, pour se prémunir de ça, il y a actuellement des commissions, une commission AFNOR, une commission de normalisation européenne qui vont essayer de créer des normes. Et si vous voulez créer des algorithmes et vérifier ces normes ou fine-tuner ou juste acheter quelque chose et de le déployer, il va falloir que vous arriviez à être capable de faire la preuve que vous avez respecté ces normes. Et bien entendu, il y a beaucoup d'organismes qui sont en train de monter en compétences pour être capables d'aller auditer les algorithmes, que ce soit la Cour des comptes, le LNE, la CNIL et la CPR, pour tout ce qui est algorithme bancaire.
Donc, je voulais commencer par un des premiers articles et vous faire une petite lecture technique des... alors moi, je ne suis pas un juriste, je travaille avec des juristes, donc moi, j'ai une lecture technique du texte de loi. Donc ça, c'est un des articles les plus fondamentaux qui dit que pour faire de l'IA, il faut des bases d'entraînement et qui décrit un petit peu les propriétés que doivent avoir les données. Donc, vous pouvez le lire, je laisse le temps de regarder un petit peu. On aurait plus de temps, je vous laisserai le lire totalement à l'aveugle, je vous guide un tout petit peu. Donc c'est surtout le petit F qu'il faut regarder. Et donc dans le petit F, il est clairement écrit qu'il faut essayer de regarder les données et d'essayer, lorsqu'on crée des bases d'entraînement, d'essayer de comprendre les déséquilibres, parce que ces déséquilibres peuvent entraîner des biais qui peuvent impacter de façon négative les droits fondamentaux. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que déjà, on dit que l'IA crée des biais et que la source des biais créés par l'IA, elle est surtout dans les données. Donc, si on veut créer une IA sans biais, ben, il faut essayer de regarder les données. Les biais des données, ben, c'est un petit peu, ils sont de trois types principalement. Ils sont ce qu'on appelle des biais dits historiques. Les biais historiques, on appelle ça des biais systémiques. Ce sont les biais qui sont liés aux usages de nos sociétés et qui sont qui sont ancrés dans notre société, juste que l'IA révèle. Donc ça, il faut regarder par exemple le fait qu'il y ait beaucoup plus de CIO qui soient des hommes que des femmes. Le deuxième type de biais, c'est les biais de sélection. Les biais de sélection, ça veut dire que vous êtes en train de créer des bases d'apprentissage pour apprendre, et c'est un phénomène qu'on connaît bien en statistique, surtout statistique médicale. Quand on crée un échantillonnage, eh bien, on fait des choix. J'aime bien cette blague. Ce sont des gens qui essaient de savoir si les gens aiment répondre au sondage, et ils créent un sondage sur Internet pour voir si les gens aiment répondre au sondage, et 99,8% des gens euh, aiment répondre au sondage. Donc du coup, évidemment, ça veut dire que vous avez beaucoup biaisé, ça veut dire que vous avez un biais de sélection et que votre échantillon que vous avez n'est pas forcément représentatif des données, des comportements des données que vous observez. Et puis, comme de plus en plus les données sont acquises par des moyens technologiques, il y a tous les biais d'acquisition. Ça, c'est une base de données qu'on utilise à partir de capteurs photo. Et évidemment, les capteurs photo dépendent de la qualité du capteur photo. Donc, la qualité des données, ici, elle est évaluée sur une échelle entre 0 et 100. Et vous voyez, deux personnes au même endroit avec leur smartphone prennent des photos très différentes qui vont avoir un impact sur la performance du réseau et que vous allez entraîner. Et bien entendu, la qualité du capteur photo est essentiellement corrélée au prix de l'appareil que vous utilisez, qui est forcément corrélé à un facteur social. Il y a eu un cas d'application très concret, c'était la ville de Boston qui avait voulu utiliser les capteurs d'accélérométrie, les accéléromètres des smartphones pour détecter de façon automatique les trous dans la chaussée pour les réparer. Et bien, sans surprise, ils ont appris qu'il y avait beaucoup plus de chaussées dégradées dans les quartiers riches, simplement parce que les données qu'ils avaient collectées étaient de meilleure qualité que dans les quartiers pauvres. Et les gens n'avaient pas des accéléromètres aussi précis que dans les quartiers riches. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, si vous voulez avoir des données qui sont optimisées, des algorithmes qui sont sans biais, il faut regarder dans les données. Donc, ça, j'en parlerai après. Ça veut dire que si vous avez des bases de données, eh bien, il va falloir se poser la question, est-ce que je suis capable, à partir de mes données que j'appelle grand X, est-ce que je peux construire un estimateur qui peut les prédire? Donc, pour ça, on calcule souvent
quelque chose qui s'appelle le balance error rate. Le balance error rate, c'est la probabilité de ne pas... C'est l'erreur de prédiction lorsqu'à partir des données, vous voulez prédire l'indice, la variable sensible, et balance parce qu'on essaie de calculer ça lorsque il y a autant des variables d'un groupe que de l'autre. Donc ici, je suis juste en train de regarder la probabilité que g de x ne soit pas égal à a, lorsque la probabilité que a vaille 1 et a vaut 0 soit égale à 1,5. Et donc, si j'ai une base de données, la première chose que je peux essayer de faire, c'est me dire, est-ce que je suis capable, à partir de mes données, de prédire un caractère sensible? Et ce que j'aimerais, c'est que mon caractère sensible ne soit pas prédictible, et ne soit pas prédictible, c'est-à-dire qu'il faut que l'erreur soit au-dessus d'un certain seuil. Plus l'erreur va être grande, plus j'aurai effacé l'information liée à la variable sensible des données. Alors, je vous parle de données. Si j'étais en train de faire un LLM, je ne me poserais pas les questions sur les données, mais je regarderais l'embedding du réseau de neurones. Alors, je dis LLM, mais ça peut être un réseau de neurones très compliqué. Et je pourrais me poser la question sur est-ce que l'embedding du réseau de neurones dépend de la variable, est-ce que je peux le prédire? Alors ça, c'est un problème assez intéressant en statistique. Avec des petits calculs, on peut écrire l'erreur de prédiction de la variable sensible. Et puis, ce qu'on veut, c'est que, quelle que soit la manière avec laquelle on prédise, cette erreur soit grande. Et ce qu'on peut prouver, c'est que quand on minimise l'erreur de prédiction, on fait apparaître cette quantité-là. Et cette quantité-là, elle est liée à une quantité qu'on trouve en proba, qui est la distance en variation totale entre la loi des variables pour un groupe et la loi des variables pour un autre groupe. Donc en fait, on peut prouver le théorème suivant qui dit qu'en fait, eh bien, si je veux essayer de prédire au mieux la variable sensible à partir des données, eh bien, la quantité naturelle qui est associée, c'est 1,5 multiplié par 1 moins la distance en variation totale de la loi des données pour un groupe par rapport à l'autre. Qu'est-ce que ça nous dit, nous, en tant que statisticiens? Ça veut dire qu'en fait, si je veux que l'erreur minimale soit la plus grande possible, il faut que ça soit égal à 1,5. Donc, en fait, il faut que la loi en variation totale soit le plus petite possible et égale à 0 si je veux effacer totalement l'information. Donc, du coup, j'ai une relation qui me lie la non-prédictibilité de la variable sensible à partir d'une base de données au comportement des données dans les deux groupes. Je vous montre avec deux groupes, mais ça serait pareil si j'avais plusieurs groupes. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit en fait que si j'ai une base de données et que je veux apprendre ou que je veux donner cette base de données en public et que je veux m'assurer que les algorithmes vont être conformes et ne vont pas créer de biais par rapport à cette variable, eh bien, il faut que je m'assure que le comportement des données dans les deux groupes, il ne soit pas trop loin l'un de l'autre. Donc, ça vous met déjà la puce à l'oreille sur le fait que si vous avez les données ici mu0 pour un groupe et puis mu1 pour l'autre, j'ai envie de les rapprocher le plus possible pour les rendre le plus similaires. Alors, c'est quelque chose qui fait penser à des théories probabilistes lorsqu'on a plusieurs distributions et qu'on a envie de les rapprocher. Alors, bien entendu, la question, c'est on les rapproche vers quoi? Parce que si je les rapproche et que je remplace mes données par un tirage totalement aléatoire, ça sera quelque chose de totalement indépendant de la variable, mais ça ne sera pas informatif. Donc, en fait, on est confronté au problème de déplacer les données de deux groupes pour lesquels je veux effacer la dépendance aux données, tout en conservant le pouvoir prédictif de ces bases de données. Donc, je vais faire juste quelques petits rappels mathématiques qui vont me servir à vous donner le cadre théorique de ces travaux. Et bien entendu, quand on veut donc déplacer des distributions, c'est pas moi qui le dis, c'était Gaspard Monge au
XVIIIe siècle, dans sa thèse qu'il avait fait, qui s'appelait des déblais et des remblais, il disait la chose suivante: pour déplacer des distributions, il faut regarder le coût de transport. Donc, typiquement, j'ai une distribution ici, j'ai une deuxième distribution ici. Je définis un coût de transport qui dit que pour amener cette masse-là ici, je vais me payer la distance au carré entre les deux points. Et je vais donc définir un coût de transport qui est l'intégrale de la distance entre les deux distributions, intégrée par rapport à tous les couplages que je peux faire. Donc, pi, c'est une distribution ici de R, croix R. Et pi, qu'est-ce qu'elle a comme propriété? Si je regarde la marginale par rapport à X, c'est nu, et celle par rapport à Y, c'est mu. Et le minimum de cette quantité-là, c'est ce qu'on appelle le coût de transport optimal. C'est de Gaspard Monge, et puis ça a été récemment rendu encore plus au goût du jour par Cédric Villani, qui est donc cette problématique. Et donc, si je regarde cette quantité-là, c'est ce qu'on appelle la distance de Monge-Kantorowicz ou la distance de Wasserstein entre les deux distributions. Si on veut un tout petit peu plus loin, et j'en aurais besoin, on doit utiliser les travaux de Brenier, qui sont de 91, qui a prouvé qu'en fait, lorsque j'étais en train de trouver le couplage optimal entre deux distributions, c'était comme si j'arrivais à trouver une fonction t, et cette fonction t, c'est ce qu'on appelle le plan de transport. Cette fonction c'est un plan de transport, c'est une fonction qui va me dire que quand je essaie de bouger mu sur nu, je vais pouvoir écrire que nu, en fait, c'est la mesure image de mu par t. Et en transport optimal, on l'écrit t dagger mu, c'est t, on dit qu'il pousse mu, et en fait, c'est juste la mesure image. Et en fait, la distance de Wasserstein, c'est juste la norme L2 de la différence entre l'identité et le plan de transport. Alors, ça paraît compliqué, mais si je suis en dimension 1, donc si X est dimension 1 et A pour loi mu et Y en dimension 1 a de loi nu, eh bien en fait, T, je peux l'écrire très simplement. T, si F, c'est un mu, c'est F mu moins 1 rend F nu. Donc c'est, où F mu, c'est la fonction de distribution. Et donc maintenant que j'ai ça, vous voyez, c'est très simple. Qu'est-ce que je vais prendre pour déplacer mes distributions? Je vais prendre du transport optimal et je vais donc essayer de trouver un nu et trouver le nu qui va garder au mieux l'information. Donc j'ai résolu un problème qui est comment est-ce que je vais déplacer mes distributions. Par contre, je n'ai pas résolu le problème pour savoir où est-ce que j'allais l'amener. Alors, pour savoir où est-ce que je vais l'amener, j'ai besoin d'un deuxième outil. Le deuxième outil, c'est quelque chose qui doit me dire, j'aimerais bien trouver une distribution qui serait au milieu de mes distributions. Et quand on parle de milieu, on pense naturellement à un barycentre. Et donc, est-ce que les barycentres, est-ce que ça existe aussi pour des distributions? La réponse est oui. C'est des travaux de Haguet et Carlier. Haguet et Carlier ont dit que voilà, si j'ai des distributions mu1, mu-j, je peux calculer l'espèce de variabilité par rapport à un point. Donc, je fixe nu et je calcule la variabilité de nu par rapport à toutes ces distributions et la variabilité exprimée par rapport à la distance de Wasserstein. Et je me pose la question, est-ce que je peux trouver un nu qui serait au milieu, donc qui minimiserait cette quantité-là? La réponse est oui, et c'est ce qu'on appelle le barycentre au sens de Wasserstein de tous ces mu1, mu-j. Alors avant de l'utiliser, il va falloir faire un peu plus de théorie. La théorie, c'est qu'en fait, on n'observe pas les distributions, mais on observe des points. Et donc, on n'a pas vraiment toutes ces distributions, mais on va avoir des distributions empiriques, on va avoir des nuages de points. Et donc, on a fait des résultats un petit peu que je vous passe, des résultats un petit peu théoriques,
pour prouver comment ils peuvent se protéger et comment ils peuvent anticiper ce qui peut se passer. Pédagogique, que tout le monde peut comprendre, et pas pour les spécialistes techniques de la cyber, à quoi ils font face, comment ils peuvent se protéger et comment ils peuvent anticiper ce qui peut se passer. Alors, justement. Ça, c'est incroyable. Je crois qu'il y a quelqu'un qui parle en parallèle. Mais... Je crois que c'est résolu là. Je crois que c'est bon. C'est bon, c'est résolu. OK. Donc, j'étais en train de vous dire que... alors, ce n'est pas de la cybersécurité, je suis désolé. Ça peut être utilisé parce que c'est des choses qu'on fait en apprentissage fédératif aussi. Et donc, du coup, ça permet de garantir... on peut faire de la... Quand on essaie de bouger les distributions, on peut essayer de privatiser et de faire en sorte de ne pas communiquer de l'information et donc de construire un barycentre sans dévoiler trop d'informations sur les mus que l'on pousse. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ce qu'on peut prouver, on peut prouver que cette notion de barycentre, eh bien, on peut la généraliser lorsqu'on a des fonctions, des distributions empiriques et que ça converge bien. Et donc, du coup, on a la réponse. En fait, théoriquement, qu'est-ce qu'il faut faire de façon optimale pour essayer d'effacer la dépendance en des données sensibles? Eh bien, il faut essayer de pousser les deux distributions vers le barycentre au sens de Wasserstein de ces deux distributions. Et ce qu'on peut prouver, on peut prouver que on peut quantifier la quantité d'informations qu'on perd. Parce que bien entendu, on va perdre un petit peu d'informations. Donc du coup, la quantité d'informations, c'est ce qui se passe, c'est mon pouvoir d'apprentissage, ma perte d'apprentissage lorsque j'utilise toutes les données, et je peux regarder la perte d'informations que j'ai lorsque j'ai enlevé l'information des données. Et ce qu'on peut prouver, c'est que j'ai une borne supérieure qui va dépendre de la distance de Wasserstein entre les deux distributions. Donc en fait, ce qu'on perd, on va perdre la distance de Wasserstein de cette-ci au barycentre et de la deuxième au barycentre. Donc c'est quelque chose, on aurait pu s'y attendre, ça veut dire que plus les données sont différentes et plus on va perdre du pouvoir prédictif en les rendant le plus similaires possible. C'est des choses qu'on peut faire, par exemple, lorsqu'on fait de l'IA générative. Lorsqu'on fait de l'IA générative, on a souvent des embeddings. Donc, par exemple, ça c'est la notion de concept. Quand on fait si je regarde l'avant-dernière couche de mon réseau, avant de prendre la décision, j'ai donc une matrice, et sur cette matrice, je peux essayer d'enlever l'information qui est liée à ces concepts. Alors, soit je le fais en essayant de détecter ce que je veux enlever, et par exemple, je peux masquer et regarder quelle partie des concepts va être impactée et enlevée. Si j'enlève de l'information ici, je peux vouloir informer ici. Je peux essayer de mettre des masques un petit peu, mais ce que je peux faire aussi, je peux regarder regarder qu'est-ce qui, dans cette partie des embeddings, varie lorsque je regarde une dépendance par rapport à certaines variables, et je peux faire des factorisations où j'enlèverai ça. Alors, je peux faire des factorisations, je peux faire de la PCA avec des contraintes où j'essaie de pousser les composantes principales à de l'indépendance. Je peux faire des factorisations en matrice non négative. Si je sais ce que je cherche, je peux aller un peu plus loin et je peux faire de la PLS. Ça, c'est des choses que les gens en médecine connaissent beaucoup, en essayant d'enlever les coefficients. Donc, je peux faire tous ces trucs-là, mais j'irai pas mieux, c'est-à-dire la perte que j'aurai, c'est vraiment la distance au barycentre. Mais ça, c'est ce que je fais si je n'ai pas accès au modèle. C'est-à-dire si je suis dans le cadre où je veux juste mettre une base de données, que ma plus-value, c'est cette base de données. Si j'ai accès
au modèle, je peux, par exemple, parce que je veux entraîner le modèle pour une tâche, je peux regarder dans l'IA Act ce dont il parle et pour voir si je ne peux pas aller un peu plus loin que simplement apprendre sans biais. Alors, si on regarde l'article 15, dans l'article 15, vous voyez qu'on parle d'un besoin de mesures, et c'est des mesures pour arriver à quantifier la performance et la stabilité. Donc, en fait, les problématiques liées au biais, ce n'est pas que du droit fondamental, mais ça va au-delà. Donc, je vais prendre juste un exemple. Donc, ça, c'est l'exemple qu'on connaît tous parce que les gens en parlent beaucoup depuis 4 ou 5 ans. Ici, on apprend un réseau pour faire des recommandations métiers. Ça, c'est une représentation 2D avec TSNE du réseau. Le réseau, c'est Roberta, donc c'est une version robuste de BERT qu'on a appris sur le jeu de données qui s'appelle le Bios Dataset. Et si vous mettez un petit peu d'informations genrées, vous introduisez de la déloyauté, c'est-à-dire qu'au lieu de recommander chirurgien, vous recommandez infirmière. Mais les problématiques de biais, ça va au-delà. Par exemple, vous prenez un algorithme qui calcule automatiquement le prix d'un produit avec des frais de livraison. Vous voyez que l'algorithme il va vous imposer un prix et le prix, ça c'est le prix de livraison, forcément, plus vous êtes éloigné de l'endroit de production, ça c'est les kilomètres, plus le prix monte. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que vous voyez une différence d'évolution du prix qui peut aller jusqu'à 50 centimes d'euros par kilomètre. Et en fait, la variable qui est derrière ça et qui est cachée, c'est l'arrondissement. Et l'arrondissement corrélé au facteur sociétal. C'est-à-dire que l'algorithme, il n'a pas appris à vous amener le produit au meilleur prix. Il a appris à voir si vous étiez volontaire pour payer des frais au plus cher. Et forcément, si vous êtes dans un arrondissement réputé plus riche, vous allez payer plus riche. Vous allez payer plus. Vous avez aussi des problématiques de biais dans des productions industrielles. Ça, c'est un travail qu'on a fait où on essaie de prédire pour des besoins de sécurité liés aux inondations des routes ou contre des cours d'eau. Et vous voyez qu'il y a certains, donc ça se passe très bien, on a très peu d'erreurs. Et puis, vous avez des données pour lesquelles il y a beaucoup d'erreurs. En fait, ce qu'on a pu me montrer, c'est que ces données, c'était des données qui étaient dans des environnements plutôt humides pour lesquels vous aviez un décalage de la couleur de couleur et que les images étaient un petit peu bleutées. Et donc, en fait, si vous ne faites pas attention, vous allez déployer quelque chose et vous pensez que ça marche très bien. Et puis, dans des zones plutôt humides où il pleut beaucoup, vous n'allez pas détecter les cours d'eau et les routes. Et comme je vous ai dit, est-ce qu'on est dans un système critique? Ça dépend. Si c'est juste pour annoter des cartes, c'est peut-être pas très grave parce qu'il y a d'autres moyens. Si vous êtes en train de mettre en place un système de surveillance d'embalse pour repérer des inondations, vous serez en tort parce que ça sera un système dit critique. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux aller un peu plus loin que simplement enlever le bruit dans les données parce qu'en fait, je connais le classifieur. Donc, si je connais le classifieur, je connais la variable que je veux prédire et je sais quel est le meilleur classifieur. Donc, pour des raisons pédagogiques, j'ai pris une décision à 2 classes 0 et 1. Donc, ce que je suis en train de regarder, c'est le classifieur de Bayes. Et le classifieur de Bayes, c'est cette quantité-là. Et d'où vient le problème? C'est qu'en fait, mon classifieur de Bayes, il a 2 comportements différents. Si je conditionne par la variable sensible, j'ai un comportement pour un groupe et un autre comportement pour l'autre groupe. Là aussi, je vois ce que je vais faire. Si je veux quelque chose qui doit être
totalement juste, eh bien, en fait, il faudrait que je projette mes estimateurs vers quelque chose qui serait au milieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire projeter? Ici, je peux le calculer. Donc, on va dire, voilà, je voudrais projeter sur les décisions qui seraient indépendantes de la variable sensible. Je veux pouvoir classifier sans me soucier d'être dans un environnement humide ou pas. Donc, je veux que ma décision ne dépende pas. Qu'est-ce que je vais faire? Si je veux vous montrer comment la preuve, je vais juste utiliser le théorème de Pythagore. L'erreur, c'est l'erreur de Bayes plus ce second terme. Donc l'erreur de Bayes, je ne la contrôle pas, je regarde ce deuxième terme-là. Ce deuxième terme, vous voyez qu'il va dépendre de cette variable sensible. Donc si je conditionne par rapport à la variable sensible, j'écris l'erreur que je minimisais comme l'espérance par rapport à la variable sensible de ce truc-là. Et ce truc-là, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je suis en train de regarder la distance en norme L2 d'une variable qui a comme loi quelque chose qui va dépendre de A, et puis ici, qui est la loi de l'estimateur qui dépend de A. Sauf que si je veux quelque chose qui est juste, eh bien, cet estimateur-là ne doit pas dépendre de ce petit A. Et en fait, cette quantité-là, c'est juste un moyen de déplacer la loi de l'estimateur vers la loi de mu-A. Et donc, vous voyez que la borne inférieure du problème, elle est donnée par la distance de Wasserstein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut prouver le théorème suivant qui dit que si je veux être juste, l'erreur que je fais en étant juste et sans tenir compte de la variable sensible, si je regarde la perte d'informations par rapport à ce que je pourrais faire en me permettant d'être injuste, eh bien en fait, la borne inférieure, elle est donnée par cette quantité-là. Et cette quantité-là, c'est juste toujours la même quantité, c'est la distance de Wasserstein entre la loi du classifieur pour la perte et la loi de la règle de Bayes spécifique au groupe. Et donc, en fait, ce théorème, si je l'utilise correctement, il va me dire deux choses. Il va me dire que si je veux être juste, je dois déplacer la loi de mes estimateurs vers quelque chose qui serait au milieu. Et ce qui est au milieu, c'est le barycentre de Wasserstein, non pas ici juste des données, mais de l'image des données par le classifieur. Il me dit une deuxième chose, il me dit aussi que l'évaluation naturelle de la fairness, c'est la distance de Wasserstein. Le coût de la fairness, la difficulté d'être juste, de m'affranchir de ça, c'est cette distance de Wasserstein. Donc en fait, ce n'est pas qu'une lubie de mathématiciens qui se sont dit un jour « Ah, mais pourquoi je ne ferai pas du transport optimal parce que depuis Cédric Villani, c'est quelque chose de très à la mode ». Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que c'est la distance qui apparaît naturellement pour quantifier la difficulté du problème. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez avoir un œil nouveau sur ces problématiques et vous dire, au lieu de regarder les mesures, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas cette distance, la variabilité de ma prédiction par rapport à la distance de Wasserstein. Et donc, du coup, si vous voulez prendre cette distance, vous rentrez dans toute une catégorie de problèmes qui est comment est-ce que je vais utiliser cette distance de Wasserstein. Alors, cette distance de Wasserstein, pour l'utiliser, c'est un peu compliqué parce que calculer, c'est coûteux. Donc, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour la calculer. Et puis, si vous voulez prendre une mesure qui est liée à la distance de Wasserstein, il va falloir essayer de faire des tests parce que quand on évalue de la fairness ou quand on évalue de la robustesse, ce n'est pas un indicateur. Il faut prendre à minima un indicateur et son intervalle de confiance. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur comment essayer d'avoir des intervalles de confiance, comment comprendre le comportement asymptotique de ces quantités qui sont les distances de Wasserstein. Nous, on a fait un travail où on l'a appliqué typiquement sur des problématiques de robustesse pour essayer de détecter des différences de comportement.
Et donc, une fois que vous avez fait ça, par contre, là, vous avez de façon très simple la manière d'écrire quelque chose de, qui soit totalement indépendant de la variable sensible et optimal. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Je vous mets juste un dessin. Voilà, c'est un dessin. En fait, le plan de transport, je vous avais dit que c'était ces quantités-là. On les obtient avec la variable, la fonction de répartition. Et donc, du coup, si vous avez des scores de 2, en fait, vous allez faire un mélange entre le score que vous obtenez, par exemple, pour les femmes, et puis vous allez mettre le score que vous allez pour les hommes, vous allez le déplacer vers le barycentre et le ramener au score des femmes. Donc, avec cette façon, vous avez une manière de post-processer de façon optimale vos données. Alors là, je suis en train de vous parler d'effacer totalement, puisque je mets tout sur le barycentre. Peut-être qu'on n'a pas envie d'effacer totalement l'information parce que le prix à payer est trop loin. Et donc, du coup, on peut, dans ce cas-là, non pas post-processer, mais on peut essayer de modifier l'apprentissage pour que les données soient le plus juste possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai essayé de vous montrer qu'une bonne façon de faire, c'était de quantifier la fairness avec la distance de Wasserstein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire, voilà, lorsque j'ai un classifieur ou un modèle, je vais regarder la loi de ce modèle pour la variable sensible qui vaut 1 et la variable sensible qui vaut 0. Et lorsque je vais apprendre, je vais mettre une pénalité qui va forcer le modèle à avoir le même comportement pour les deux groupes. Si j'avais accepté d'avoir deux comportements différents, j'aurais pu dire, en fait, je veux pas, ça ne m'intéresse pas que le modèle ait le même comportement pour les deux groupes. Ce que je veux, c'est que le modèle ait la même erreur. Et donc, on aurait pu regarder non pas la loi de l'estimateur pour le groupe, mais la loi de l'erreur de l'estimateur pour chaque groupe et dire, voilà, je veux apprendre en ayant le même groupe. Donc, quand on veut faire ça, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis capable de mettre cette pénalité? Et pour mettre cette pénalité, maintenant, on se pose la question, est-ce que je suis capable de différencier ça par rapport aux paramètres et est-ce que je suis capable de backpropager cette erreur si je veux l'utiliser de manière efficace? Donc, on a fait des travaux pour prouver qu'on pouvait le faire et on a fait une toolbox où, en fait, on peut rajouter dans l'entraînement ce type d'erreur. Et donc, quand on l'utilise, si on l'utilise par exemple sur le jeu de données, au lieu d'avoir que les femmes aient 15% de chances de moins d'être recommandées chirurgiens, que les hommes, on peut mettre cette perte et puis le ramener à 5% tout en gardant un niveau de fiabilité qui soit donné. Si on avait augmenté le lambda, on l'aurait amené à 0%, mais nous, on voulait regarder ce qu'on pouvait obtenir sans perte de fiabilité. Et donc, ça, je ne vous le montre pas. Ça, c'est ce qu'on peut faire lorsque on essaie de le faire de façon globale. On aurait pu avoir une notion un tout petit peu différente et dire, voilà, j'ai deux images qui sont les mêmes et je peux me poser la question, est-ce que deux individus qui se ressemblent et qui ne sont différents que par leur variable sensible, est-ce que ces deux individus, est-ce qu'ils sont traités de la même façon? Donc c'est très compliqué parce que il y a deux façons de voir. Il y a une façon de voir qui s'appelle ceteris paribus en droit, qui dit toute chose égale par ailleurs. Donc vous prenez l'image bleutée, par exemple, et on veut enlever la couleur. Donc on enlève la couleur, donc on met tout est gris, c'est-à-dire que je fixe toutes les caractéristiques de l'image et je vais juste
enlever la couleur pour les rendre grises. Mais quand je fais ça, eh ben, je vais faire abstraction du fait que la variable A, elle influe sur la variable X. En fait, les images bleutées, eh ben, elles sont plus humides, et sur ces images bleutées, j'ai aussi plus de cours d'eau. Et donc, en fait, il aurait fallu que je bouge mes données. En droit, on appelle ça mutatis mutandis, en faisant évoluer mes données. Alors, tel quel, c'est un peu compliqué. Je vous l'explique de façon plus simple. Vous imaginez, j'ai un classifieur pour prédire un risque, et ce classifieur, il utilise la hauteur, la taille des personnes. Et je m'aperçois que mon classifieur, il dépend il a deux comportements en fonction du sexe, donc les hommes et les femmes. Si je veux vérifier que deux individus similaires ont la même sortie algorithmique, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je prends les caractéristiques des hommes et je change juste la taille? Ou alors, est-ce que je me dis, en fait, si j'étais un homme qui mesure 1,86 m, s'il était une femme, peut-être qu'il ne mesurerait pas 1,86 m. Peut-être que la variable A, elle influe sur la taille. Et peut-être que si je change la variable A, il ne faut pas que je regarde le cadre ceteris paribus et que je fixe la taille et que je bouge la variable genre sans bouger la taille. Et peut-être qu'il faut que je fasse mutatis mutandis, qu'il faut que je fasse évoluer toutes les autres variables conformément à cette variable. Une façon de faire, c'est se dire, regardez, je vais regarder la répartition des hommes et des femmes et je vais regarder le quantile. Et peut-être que le quantile qui correspond à 1,86, eh bien pour les femmes, il correspond à 1,72. Et donc, ces problématiques, c'est ce qu'on appelle de la déloyauté individuelle, et souvent, en fait, il faut essayer de prendre en compte le fait que si l'estimateur il a un comportement différent en fonction de A, c'est qu'en fait, et ça rejoint ce que je vous ai dit au début, c'est que les variables sont influencées par ce A. Et donc, si je veux m'apercevoir qu'il y a un problème, il faut que je comprenne cette influence-là. Et donc, c'est beaucoup de travaux qui sont liés à la causalité. On a fait un travail avec Lucas Delara, qui est publié à JMLR, où en fait, on arrive à avoir un cas de causalité qui ressemble au transport optimal, et puis on arrive à essayer d'effacer et d'apprendre sans biais. Alors, c'est presque pour moi le temps de conclure. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que est-ce qu'on peut détecter le biais? La réponse est oui. Là, on peut détecter le biais, la réponse est oui. Et avec quelle mesure? Une des mesures qui apparaît naturellement, c'est une distance qui est liée à la distance de Wasserstein. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, est-ce que je suis capable de réparer les données? Oui, je peux réparer soit les bases d'apprentissage en amont, ou je peux essayer de faire, après entraînement, je peux essayer de réparer les sorties, ou alors, si j'ai le droit de contrôler l'entraînement, je peux essayer de suivre l'entraînement et de modifier la façon avec laquelle on apprend. Est-ce que ça suffit pour conclure? On peut se poser deux questions. Est-ce que j'ai enlevé le biais des données, ou est-ce que j'ai essayé de faire en sorte que les données n'aient pas plus de biais que celles dans la base d'apprentissage? Alors mathématiquement, là, je n'ai pas de réponse. Par contre, j'ai une réponse qui est une réponse légale. Dans le texte de loi, quand on regarde les impacts par rapport aux droits fondamentaux, on ne parle pas d'équilibre par rapport aux données. Les données peuvent être biaisées. On parle d'équilibre général. Donc, en fait, si vous avez appris avec un jeu de données où vous avez 70% de chirurgiens et 30% de chirurgiennes, eh bien, si vous ne pouvez pas dire que vous avez bien appris si vous retrouvez 70 et 30. Ce n'est pas ça que dit la loi. La loi dit que
il faudrait que vous ayez 50-50, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il n'y ait pas d'effet. Et vous ne pouvez pas dire, ah oui, mais en fait, j'ai juste réappris le biais qui était dans les données. Ce n'est pas ce que dit la loi. Ensuite, on peut se poser une deuxième question qui est un peu plus compliquée. Est-ce que je suis en train de calculer le biais de l'algorithme ou est-ce que je suis en train de regarder le biais d'un algorithme qui vit sur les données? En fait, ce que je vous ai montré, ce n'est pas le biais de l'IA, c'est le biais de l'IA qui opère sur des données. Donc, du coup, est-ce que je suis capable de contrôler ça sans avoir le jeu un jeu de données qui ressemble aux données sur lesquelles l'algorithme va être opéré? Ben non. Du coup, qu'est-ce que j'ai comme solution? Eh bien, la solution que j'ai pour être conforme, c'est essayer de décrire les caractéristiques du jeu de données sur lequel je veux déployer mon algorithme. Et je veux essayer de me prémunir de déviation de ce jeu de données. Et si j'ai des données qui sont totalement atypiques, je dois décrire le cas d'application de mon algorithme et dire attention, si vous souhaitez utiliser l'algorithme sur un jeu de données pour lesquels il n'a pas été conçu, eh bien, je ne peux pas vous garantir que mon algorithme sera conforme aux indicateurs que j'ai calculés. Et donc, en fait, ce qui est très important et ce qui est aussi source d'espoir, c'est que ce n'est pas de l'innovation qui va vous interdire de déployer l'algorithme. Par contre, ça va vous forcer à réfléchir aux limites technologiques de ce que vous proposez. On ne peut plus vendre un algorithme en disant s'il va faire de la magie, il va résoudre tous les problèmes. Il va falloir que vous arriviez à détecter le bon cadre d'application et les bons usages de cet algorithme. Et c'est grâce à ça qu'on pourra avoir confiance dans l'algorithme et les déployer dans des environnements où ces algorithmes ont un vrai impact, ces fameux environnements à haut risque. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Michel. Très éclairant. J'en profite pour savoir si dans l'assistance des gens voulaient poser des questions. Moi, je vais commencer par une. Ça donnera envie aux autres peut-être. Jean-Michel, toute ta présentation, en fait, j'ai passé mon temps aussi à réfléchir à la façon dont, dans les décennies précédentes, on réfléchissait au sujet de surreprésentation de certaines classes ou de sous-représentation et des sujets d'événements rares qui étaient travaillés de façon un peu différente. Est-ce que les travaux de ces époques, je sais pas, des années 2000, 90-2000, sur les équilibres dans les bases de données pour apprendre de la bonne manière, peuvent être travaillés exactement avec les mêmes outils que tu as présentés aujourd'hui? Alors oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas que de la représentation, de la surreprésentation. Par exemple, si on prend des jeux de données et qu'on les rééquilibre, les biais, la plupart du temps, les biais, si ce n'est pas des biais simples, les biais persistent. C'est-à-dire rééquilibrer les données, ça ne permet pas d'apprendre sans biais. Les biais, en fait, on est en train de travailler avec Jérôme Bolt, qui est un optimiseur. En fait, le biais d'optimisation, il est beaucoup plus compliqué. Je voulais pas me montrer parce que j'attendais cette question. En fait, ce qui est nouveau avec l'IA, c'est qu'il y a le biais dans les données et puis il y a les biais qui sont créés par les algorithmes. Et ces biais créés par les algorithmes, c'est essentiel. Alors, il y a le biais des variables confondantes et le biais de généralisation qui est très intéressant, mais il y a les biais d'optimisation. Et donc, les optimiseurs qu'on utilise, par exemple pour des réseaux de neurones, ils ont des propriétés très différentes de ce qu'on faisait avant. Avant, quand on faisait, moi ce que j'enseignais jusqu'il y a 5-6 ans, c'est que quand on faisait du machine learning, il ne fallait pas surapprendre. Et donc, on ne surapprenait pas, alors qu'en fait, les modèles qui marchent bien maintenant par réseau de neurones, c'est des réseaux qui surapprennent, on est surparamétré. Et
Par contre, ils font l'erreur de généralisation est d'autre nature. Donc, ça veut dire que l'optimisation est très différente. Et donc, comme l'optimisation est très différente, eh ben, ce qu'on disait avant, on disait, ben voilà, pour avoir des données extrêmes, il suffit on peut optimiser en rééquilibrant les classes. Ben, ce n'est pas vrai parce qu'un réseau de neurones, quoi qu'il arrive, il va mettre à zéro l'erreur de. Si on s'est bien entraîné, bien entendu, même l'erreur de train sera à zéro pour toutes les classes. Et donc, du coup, ça veut dire que c'est des phénomènes un petit peu nouveaux. Donc, oui, on peut revisiter, mais il faut aller un peu au-delà. J'espère que je vous dirai, mais normalement, je ferai un peu de pub. Si tout va bien, on aura une réponse bientôt. Théorique sur ce genre de choses. Mais l'erreur d'optimisation est très importante. Ok. En fait, c'est l'idée que ce qu'on pouvait croire, c'était qu'en fait, l'IA qui apprend sur des données n'est qu'une autre forme de représentation quelque part de ces données, que l'IA en soi ne fait que représenter de façon différente l'information comprise dans les données qu'on lui présente. Et ce que tu dis, toi, c'est que ce biais, tu distingues le biais des données et le biais de l'IA, laissant à penser que l'un n'est pas réductible à l'autre, hein. On a bien. C'est ça? Le biais d'optimisation, il va amplifier d'une autre manière le biais des données et il va le voir de façon plus subtile que simplement des déséquilibres. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'un modèle d'apprentissage, une fois qu'il a convergé et qu'on l'a appris, Oui. quelque part, toutes les variables et tous les hyperparamètres de ce modèle ne sont qu'une autre expression des données qu'on lui a données pour apprendre. Enfin, c'est une autre. Voilà. Et donc, quelque part, si un biais existait dans le premier, il est normal qu'il soit transféré dans le second. Alors, ce que je dis, c'est que non seulement il y est, mais il est même amplifié. C'est bien Oui, c'est la problématique. Pour moi, la c'est ça. problématique mathématique, c'est pas le fait. Il y a, pour moi, des problématiques. J'essaie de vous le dire dans le message. Si j'ai des biais dans les données et que j'apprends ces biais, c'est tout à fait normal. Parce que j'ai appris le biais qui est dans les données et si je regarde l'embedding, ça sera le même. Mais ce qui se passe quand on fait l'IA, c'est que ce biais dans les données, non seulement il est reproduit, mais il est amplifié. D'accord. Et la problématique, c'est vraiment pourquoi il est amplifié et comment faire en sorte qu'il ne soit pas amplifié. Oui, oui, d'accord. Après, le fait de reproduire le biais dans les données, c'est l'apprentissage, c'est normal. Donc, Mm. du coup, si pour des raisons de conformité, on veut l'enlever, ben, je vous ai montré, on peut l'enlever. Mais il faut être conscient que non seulement on le reproduit, mais on l'amplifie et c'est lié à l'optimisation des réseaux de neurones. Merci beaucoup. Raphaël, je vois une main qui se lève. Oui, bonjour, oui. Merci pour cette présentation très intéressante. Tu peux allumer ta caméra, peut-être comme ça, ça sera plus- Ouais, si tu peux. tac. C'est bon. Oui. Oui, en fait, c'est le slide là sous les yeux qui me fait penser à une question. Je vois le biais de généralisation et donc ça me fait penser en effet que quand il y a des drifts de données, voilà, des gaps dans les distributions qui peuvent apparaître peu à peu, il peut y avoir du coup peut-être des biais spécifiques aussi qui peuvent apparaître. Et donc je m'interroge sur l'existence ou pas de mécanismes de monitoring, de détection de biais en fait, peut-être en fonction de pour détecter ce type de cas-là. Oui, Est-ce tout que à c'est des fait. choses qui existent? Ouais. En fait, l'audit des SIA, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est des boucles, en fait. Parce que, et il faut auditer tout le système. Et alors, il y a un champ de recherche qui s'appelle la dynamical fairness, qui essaie de regarder l'apparition de biais et aussi regarder l'impact du débiaisage, parce que si on débiaise, en fait, on crée des biais. Donc du coup, si on débiaise comme on fait maintenant, on change ce qu'on apprend. Donc du coup, on a avec le laboratoire de fairness d'AXA et Thibault Logel, on a fait un papier dans une revue I3E où justement on regarde l'impact des méthodes de débiaisage et on montre le fait que c'est assez non éthique et qu'en fait l'impact
si on veut juste avoir des parités de comportement entre plusieurs groupes, ben on peut créer de nouveaux biais. Et puis, si les données évoluent, ben, il faut changer. Donc, il y a beaucoup de problématiques autour de ça. Oui, pour compléter ce que disait Raphaël, si j'exprime ce que Raphaël voulait dire, c'est peut-être aussi des sujets pour monitorer l'arrivée du biais. C'est-à-dire que quand on a des données qui arrivent avec des échantillonnages au cours du temps, qu'on fait peut-être de l'apprentissage continu, etc., on peut se retrouver dans des situations où eh ben, les distributions sont plus celles qui étaient 3 ans avant. Et donc, comment on voit arriver, on arrive sur des problématiques de détection finalement, comment on arrive à faire cette détection d'arrivée du biais, enfin d'apparition de ce biais. En fait, ce qu'on regardait, nous, c'était si on s'est mis d'accord sur le fait que la distance de Wasserstein était la distance naturelle, tu peux faire des tests online pour monitorer ces déviations. Voilà. Et tu peux le voir en amont, avant d'entraîner et essayer d'ajuster tes données. D'ailleurs, ce qu'on proposait, c'est une espèce de mitigation à la volée des données qui arrivent, avec bien sûr le fait que s'il y a des choses nouvelles qu'on veut détecter qu'on n'a pas fait avant, ben, ça sera plus compliqué. Toutes les problématiques en continual learning, quand il y a des nouvelles tâches qui apparaissent parce que les données évoluent, de pouvoir à la fois garder les anciennes et puis en détecter de nouvelles. La détection d'anomalies, par exemple. Alors, je n'ai pas de réponse théorique, mais c'est des recherches qui sont intéressantes. Juste pour rebondir, parce que c'est vrai que là, du coup, la distance de Wasserstein, du coup, ça va ressembler tout de suite. Enfin, ça va être proche un petit peu d'une mesure de domaine gap, alors que peut-être qu'il va y avoir aussi des attributs qui vont devenir sensibles dans la nouvelle distribution. Enfin, voilà, c'est une possibilité, je ne sais pas si c'est possible. Peut-être. Bon, merci en tout cas. Kevin, tu peux allumer ta caméra. Bonjour. Aussi. Alors, moi j'avais une question sur le fait que les biais parfois sont d'origine multifactorielle. Alors là, pour des raisons de pédagogie, on a parlé principalement de biais très ancrés sur un facteur. Est-ce que ça complexifie les tâches? Est-ce qu'il y a par exemple des interactions un peu bizarres qui peuvent apparaître au fait de justement détecter des biais plus subtils, ou est-ce que finalement c'est bien traité par les outils mathématiques? Alors, si je fais des classes, là, je l'ai pris dimension K. Donc là, je suis multi-biais. Ce qui est compliqué, c'est si... Alors, ça dépend. Je vais faire deux réponses. D'un point de vue juridique, c'est pas compliqué parce que je suis discriminé par rapport à d'autres. Donc, en fait, on prend la sous-classe et on regarde. Sachant on fait une projection, quoi, quelque part. On fait une projection de deux classes, sachant que d'un point de vue juridique français, c'est encore plus simple. Dans le juridique français, le multiclasse n'existe pas. Dans le juridique français, par exemple, si vous êtes discriminé parce que vous êtes une femme noire, si je peux prouver que les femmes ne sont pas discriminées et que les personnes noires ne sont pas discriminées, eh bien, les femmes noires ne sont pas discriminées parce que vous prenez un critère. C'est totalement inadapté. Il faudra faire évoluer le droit là-dessus. Hein. Tout à fait. Il faut faire évoluer. C'est tous les sujets d'intersectionnalité. L'intersectionnalité en droit français n'existe pas. Par contre, s'il y a des choses plus fines avec des classes, des sous-classes et divisions, ben là c'est plus compliqué. Et là, il y a des gens qui réfléchissent un petit peu. Parce que souvent, le groupe peut être discriminé, puis après, on va avoir des sous-groupes qui se chevauchent avec des intersections et des paramètres qui influent l'un sur l'autre. Et donc, ce n'est pas forcément aussi facile. Par exemple, pour la notion de projection vers le barycentre, ça peut être un ensemble de barycentres liés à des conditionnalités de distribution. Et donc, ça complexifie un peu tout le... Mathématiquement, c'est joli. On peut faire des trucs. Il y a des extensions qui sont assez intéressantes. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.